Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Il s'appelle Félicien Kabuga, il a fallu 26 ans pour retrouver ce génocidaire présumé et c'est en grande partie grâce à la détermination d'un homme, le colonel français Éric Emrau, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre La traque est mon métier, un officier sur les traces des criminels de guerre, édition Plomb. Il n'y a donc pas que ce Rwandais. Vous avez dirigé de 2017 à juin dernier, juste après donc l'arrestation de cet homme, l'Office central de lutte contre les crimes, contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Avec nous également Thomas Riby, bienvenue à vous également. Merci. Vous êtes le producteur de la série Netflix World's Most Wanted, une série qui dresse justement le portrait de 5 criminels en cavale, parmi lesquels justement Félicien Kabuga. Alors Félicien Kabuga, on le rappelle, il est considéré comme le financier, l'argentier, l'un des instigateurs idéologiques aussi du génocide des Tutsis au Rwanda. C'était en 1994. Éric Emrau, le 16 mai, au petit matin, surprise générale en France, au Rwanda et pas seulement, vos hommes pénètrent dans un appartement d'Asnières-sur-Seine en région parisienne. Et cette fois, c'est la bonne. Félicien Kabuga est bien arrêté après 26 ans de cavale. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup de joie pour les Rwandais. Parce que, effectivement, nous, on travaille quand même assez souvent avec eux. On y est 2 ou 3 fois par an. Et donc on sait que, l'arrestation de quelqu'un comme Félicien Kabuga est très important pour eux, très importante pour eux. Et à partir de là, voilà. Depuis combien de temps vous saviez qu'il était ici, à Asnières-sur-Seine? On a commencé à avoir de forts soupçons à partir de fin janvier et jusqu'au début du confinement. Comment vous avez su? En fait, on a eu un renseignement qu'on a exploité par nos collègues anglais. Qui nous ont permis de nous concentrer sur la ville d'Asnières. Et à partir de là, derrière, on a utilisé nos techniques spéciales d'enquête qui nous permettent de remonter sur le... En suivant notamment son fils, semble-t-il, la famille, les proches? En fait, en suivant effectivement l'ensemble des proches qui étaient finalement à son chevet. Ouais. C'est intéressant quand vous dites que les Britanniques nous ont aidés quand même, alors qu'on est en France. Il aurait plus été logique que ce soit les services français qui vous aident Alors, oui et non, parce qu'en fait, nous, on appartient à une structure qui s'appelle le Réseau Génocide, qui est une structure européenne dans laquelle, finalement, toutes les unités chargées des traques des criminels de guerre échangent beaucoup d'informations, y compris avec les magistrats. Donc, en fait, on est en permanence en train de se filer des tuyaux, quoi. Ouais. Thomas Riby, vous, ce jour-là, dans votre série, disons-le, c'est bouclé, Félicien Kabuga, il est toujours en fuite, c'est toujours un fugitif. Que vous décidez-vous à ce moment-là? Déjà, j'ai cru que c'était une blague parce que c'était mon anniversaire. Ça faisait 1 an que je travaillais sur l'histoire de Kabuga et le film que j'ai réalisé était déjà livré en fait à Netflix. Et donc, on a dû en urgence changer la fin pour raconter son arrestation. Donc, on a demandé au colonel Emrau de participer pour nous expliquer comment ça se terminait. Je m'y attendais vraiment pas. C'était vraiment une surprise. On s'attendait peut-être un jour pendant l'enquête à ce qu'on nous apprenne sa mort, parce que c'est un très vieux monsieur. Mais on se doutait pas du tout qu'il allait se faire attraper à ce moment-là, et surtout en France. Et sans plus attendre, on regarde donc un extrait de cette série World's Most Wanted. Félicien Kabuga is among the world's most wanted criminals. Mechanisms need to be put in place to prevent movement of these perpetrators. Interpol's looking for her, CIA, MI5, they're all looking for her. Effettuiamo delle intercettazioni telefoniche, piazziamo delle telecamere. She was planner, she was motivator, she was organizer. She understood the nuances of avoiding observation and surveillance. I think she got a kick out of it. Alors Thomas Riby, concernant ce Rwandais arrêté en région parisienne, comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez contacté par exemple le colonel Éric Emrau ici présent? Seulement quand il a arrêté Félicien Kabuga. Moi j'ai mené une enquête pendant à peu près 1 an, l'année qui a précédé en fait son arrestation. Donc on a fait le tour à peu près de tous les lieux où il avait laissé des traces. Donc on a commencé à travailler beaucoup au Rwanda. Ensuite on a travaillé dans les pays européens où on savait qu'il était passé, donc la Suisse, l'Allemagne. Et puis ensuite on s'est baladé aussi en Belgique. Après on est allé au Kenya où il s'est caché pendant un certain nombre d'années. Et donc on a essayé de remonter sa piste. Alors justement, c'est assez effarant. On va juste regarder une consoeur journaliste qui suit ce dossier. C'était justement le jour de son arrestation. TV5 Monde l'a contactée. Elle s'appelle Maria Malagardis. Et pour bien comprendre comment ça a été compliqué, écoutez.
Il y a eu plusieurs tentatives pour l'attraper et parfois les enquêteurs l'ont raté de près, comme en Allemagne en 2007, lorsqu'ils ont arrêté son gendre et en fait, il est vraisemblable qu'il était dans cette maison au moment où ils ont arrêté son gendre, mais ils ne s'en sont rendus compte que plus tard. Les États-Unis ont mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars et c'est quelqu'un qui semblait se faufiler en permanence. Il y a eu aussi des tentatives en 2003 au Kenya pour l'arrêter. Et c'est quelqu'un qui avait donné l'impression de toujours arriver à s'échapper. Il avait, il est vrai, beaucoup de moyens, mais c'est effectivement plus personne ou très rares étaient ceux qui pensaient qu'on allait encore le retrouver tant de temps après le génocide au Rwanda. Éric Emeraud, c'est intéressant ce que dit cette consoeur. Elle dit qu'il avait beaucoup de moyens. Dites-nous quels moyens avait-il au fond? Parce qu'à Asnières-sur-Seine, il vivait comme un citoyen français lambda. Oui, c'est ça. Alors après, nous, il faut bien comprendre que notre enquête, elle se situe au niveau de sa recherche, non pas sur ses moyens financiers, les raisons pour lesquelles il était en France, etc., etc. Nous, notre objectif, c'était de le retrouver et en fait de mettre à exécution le mandat d'arrêt international. Donc après, je suppose qu'il a beaucoup d'argent, peut-être à droite et à gauche, et de cette manière, ça lui permet... Rappelons que c'est un homme d'affaires, qu'il était très riche, qu'il était un des responsables de Radio Mille Collines, la radio qui appelait au génocide. Voilà, et je crois aussi qu'il a fait beaucoup d'affaires au Kenya. Donc, je vous pose quand même la question, soyons très clairs, on va pas y aller par quatre chemins. La France est parfois accusée d'avoir aidé à fuir les génocidaires au moment même du génocide et d'avoir ensuite évité qu'on les arrête. Est-ce que vous avez eu des obstacles politiques au cours de vos travaux? Jamais. De manière très très claire. Nous, à partir du moment où on a un individu qui nous est transmis par le parquet national antiterror pour travailler dessus, on travaille et ensuite on va l'arrêter s'il faut l'arrêter. Vous, Thomas Ribik, comment est-ce que vous avez essayé de nous montrer cette traque au fond? C'est un portrait à travers la traque? Oui, c'est la traque, et enfin c'est plutôt la traque à travers le portrait. C'est n'importe quoi cette réponse en fait. C'est exactement un portrait à travers la traque, mais en fait on a essayé d'expliquer, pour rejoindre ce que vous disiez avant, que ce monsieur qui avait énormément d'argent était considéré comme l'homme le plus riche du Rwanda à l'époque du régime d'Habyarimana. Avec qui il avait donc l'ancien président, avec qui il avait des liens de famille. Il était considéré comme l'homme le plus riche du Rwanda. Il faisait du business au Rwanda et à l'international. Il a pu même continuer à faire du business au Kenya alors qu'il était recherché, et il en faisait même sous son propre nom pendant plusieurs années. Donc c'était quelqu'un de très puissant financièrement, qui avait aussi beaucoup de liens politiques. Et il y a eu beaucoup de soupçons de connivence avec certaines autorités dans tous les pays où il est passé. Le colonel Emeraud n'en parlera pas, et c'est bien normal vu sa position, mais le fait qu'il ait pu se cacher pendant si longtemps, a priori pendant de nombreuses années en France, c'est embarrassant pour la France. Combien de le temps, fait que ce soit, 12 ans on ne sait pas exactement, mais le fait que ce soit un office français qui l'ait arrêté, c'est très glorieux pour la France, et ça rééquilibre un certain nombre de choses, je crois. Alors on ne va pas divulgacher, comme on dit en parfait français, on ne va pas spoiler votre série, mais tout de même, du coup, à la fin, il est où alors? Vous, dans votre état d'esprit, il pouvait se trouver en France? Alors à la fin, nous, avant que cette fin arrive, grâce au travail d'Éric Emeraud et de son équipe, on savait qu'il était passé par le Kenya, qu'il était ensuite passé par l'Allemagne en 2007, ce que disait votre intervenante tout à l'heure. Les policiers allemands étaient passés juste à côté de lui, ils avaient arrêté son gendre, mais c'est aussi grâce à cette arrestation ratée qu'ils avaient pu mettre la main sur son ADN, ce qui a aidé aussi l'enquête française. Et puis ensuite, il avait disparu, donc on ne savait pas s'il était retourné au Kenya. Beaucoup de gens pensaient qu'il était retourné en Europe, et certaines personnes dans le film que j'ai fait aussi soupçonnaient qu'il ait pu passer en France, mais on ne savait pas du tout. On n'avait absolument aucune trace concrète et certaine de lui depuis 2007. Alors il y a d'autres criminels recherchés, pas d'ailleurs que des génocidaires ou des criminels de guerre. Il y a le leader par exemple du cartel de Sinaloa au Mexique, Ismaël Zambada. Il y a Matteo Messina Denaro, considéré comme le dernier grand parrain sicilien. On va y revenir tout à l'heure. Je me tourne vers vous, colonel Éric Emeraud. 20 gendarmes et 20 policiers en France pour accomplir cette mission. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des partenaires européens. Ça semble peu? D'autant plus que c'est 20 gendarmes et policiers. Oui, qui fait, donc oui, c'est peu. Puisque ne serait-ce que pour le portefeuille lié au Rwanda, on est à déjà 28 dossiers. Donc, comment devient-on traqueur, si l'on peut dire? Comment vous avez épousé cette mission? On pourrait
presque dire, quand on lit votre livre, cette cause, tout commence en Bosnie-Herzégovine dans les années 90? Tout commence en Bosnie-Herzégovine, effectivement, dans les années 90, parce qu'à l'époque, je faisais partie des unités de ce qu'on appelle les commandos de la neige, donc j'aurais dû partir là-bas, mais ça n'a pas été le cas. Pour le coup, je me retrouve en 2012 à Sarajevo, à l'ambassade de France, comme attaché de sécurité intérieure. Et là, je découvre, à vrai dire, les difficultés que peuvent vivre une société qui a vécu une guerre civile. Donc ça me marque, même si ce n'était pas effectivement le centre de ma mission, puisque j'étais là-bas plutôt pour tout ce qui était lutte contre la criminalité organisée. Et c'est vrai qu'au bout de 5 ans, quand on entend les récits, qu'on se laisse imprégner de tous les bords, d'ailleurs, puisque à chaque fois, c'est des larmes, des difficultés. Lorsque je suis revenu en France, on m'a proposé de prendre le commandement de l'office. Et donc j'en étais assez ravi, puisque ça me permettait de rentrer un petit peu plus en empathie avec cette problématique. Et puis je pense aussi qu'à l'office, personne ne vient par hasard. Ouais, tiens, il y a une question qui me vient. Le 16 mai, cet homme est arrêté et vous arrêtez en juin. C'était, vous vous disiez quoi, j'ai gagné? Ouais, enfin non. En fait, c'était déjà prévu, avant, parce que effectivement, j'avais la possibilité de sortir ce livre, que j'ai envie de démarrer une autre carrière plus artistique pour le coup, et voilà. Donc tout était programmé. Alors votre livre, c'est passionnant parce qu'il se lit comme un roman, un polar, on pourrait dire. Il y a aussi une dimension très psychologique au fond. On se dit comment peut-on aller à l'école avec un camarade et puis, je sais pas, 20, 30, 40 ans plus tard. Le massacrer dans un génocide. Quelle réflexion, au-delà de votre travail, avez-vous voulu nous donner à voir? Disons qu'effectivement, quand je suis arrivé en Bosnie-Herzégovine, puis après au Rwanda, je me suis dit il va quand même un petit peu falloir essayer de réfléchir, soulever le capot du moteur pour aller voir ce qui se passe réellement. Et mon sentiment, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quelque chose de très complexe, est que finalement, il existe des dynamiques collective, c'est-à-dire qu'un génocide, c'est quelque chose de préparé, structuré, avec ce que Jacques Semelin appelle les entrepreneurs identitaires, sont tous ces gens qui construisent en fait ce climat de haine à l'égard des uns et des autres. Et donc du coup, je me suis rendu compte aussi que finalement, ils s'appuyaient sur les faiblesses de l'être humain, notamment au travers de ces lois de psychologie sociale dont on a parlé, dont je parle dans le livre, sur Zimbardo ou Milgram. Thomas Riby, la philosophie de votre série, quelle est-elle? Il y a bien entendu des histoires différentes, 5 histoires différentes, 5 personnages différents. On sent qu'il y a aussi cette passerelle-là, quand même. Il y a une réflexion plus profonde que l'action, que le suspense. Oui, tout à fait. Il y a 5 criminels, donc c'est des profils assez différents. Il y a des criminels plutôt mafieux, donc, dont la motivation c'est l'argent. Et puis il y a des criminels idéologiques, il y en a 2, Félicien Kabuga et Samantha Louswaite, qui est une djihadiste anglaise. Ce qui les lie, la plupart de ces criminels, c'est que c'est des gens justement qui avaient de l'argent et qui avaient des connexions. Et la morale de cette série, je crois, c'est que déjà ça aide pour pouvoir rester en fuite pendant très longtemps. Et aussi qu'il y a certaines zones dans le monde qui sont d'une certaine manière des zones grises où en fait on ne peut pas arrêter les gens. On parle de Samantha Louswaite qui est probablement cachée aujourd'hui en Somalie. Eh ben, les autorités occidentales, entre guillemets, ne peuvent pas aller en Somalie pour l'attraper. Le patron du cartel de Sinaloa, là où il est caché, dans son propre État, au Mexique, personne n'ira le chercher. Donc c'est intéressant, je crois, de pointer le fait que le monde... Il y a certains endroits où on ne peut pas aller chercher les criminels. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, pardonnez-moi, j'avais prévu la question pour vous, colonel Éric Emeraud. C'est un peu comme la CPI dont on parlait de Fatou Bensouda. On a le sentiment, et c'est peut-être ce qui coince avec les États-Unis, souvent, par exemple, en Afrique, on entend dire, vous ne jugez que les dictateurs et les criminels de guerre issus des pays du Sud, en tout cas des pays, entre guillemets, faibles, qui ne sont pas puissants. On voit les sanctions américaines. Est-ce que vous auriez pu traquer un Américain, par exemple, un haut responsable américain qui aurait commis des crimes de guerre en Afghanistan? Ça pourrait parfaitement se faire à partir du moment où on est saisi par le parquet, donc le parquet national antiterroriste. Après, c'est vrai qu'il faut reconnaître que nos enquêtes ont 2 volets, en fait. Le volet national, puisque c'est à partir de là que c'est ça qui fonde notre compétence, et après il y a le volet international. Donc si on n'a pas, on va dire, le feu vert des autorités du pays en question, là où ont été commises les atrocités, ça va être compliqué pour travailler. Et l'Afghanistan, je pense que c'est compliqué pour travailler. C'est compliqué l'Afghanistan. Est-ce que vous avez vu la série? Oui, bien sûr. Alors, votre avis concernant Alors moi déjà j'ai appris des choses sur Félicien Kabuga parce que elle est extrêmement bien faite et puis et au final c'est vrai que
Avant qu'on soit en mesure de l'arrêter, on avait sans doute, on devait avoir des contacts, puis ça s'était pas fait. Et le jour du 16 mai, on a pu avoir le plaisir de se découvrir. Et la photo que vous aviez de lui, c'était juste une photo qui datait de 17 ans, vieille de 17 ans, c'est vrai ça? Alors, en fait, c'est la photo qui était sur vous savez, on va dire la fiche Interpol ou... Oui, c'est ça, ceux qui sont les plus recherchés criminels du Rwandais, qui est une fiche qui est publiée, je pense, par le TPIR, le mécanisme du tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci, colonel Éric Lèvre. La traque est mon métier, édition Plomb. Merci, Thomas Riby, votre série Netflix, on le rappelle, en 5 épisodes, World's Most Wanted. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.